secrète. Qu'est-ce qu'il a demandé à la DGSP de faire? Avant de répondre à la question, je vais vous proposer un autre extrait d'une vidéo, mais je vous prierai de faire beaucoup attention, écouter ce qui se dit dans cette vidéo et on revient sur le plateau. Arrête, c'est de voir. Monsieur, vous avez trop de cicatrices sur le visage. Vous êtes un ancien bandit. Enlevez le haut. Avancez vos écouteurs. Madame, vous êtes pour nous. Voilà, Franck Tchibinda, vous avez suivi, j'espère, et vous entendez un élément de la DGSP en train de désigner un garçon. Ils arrivent comme ça, ben voilà, sans mandat, comme qui dirait, et se mettent à désigner un garçon. Toi, tu as beaucoup de cicatrices, apparemment tu étais ou tu es bandit. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas ce qui se passe, c'est l'arbitraire total. Et là, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Donc, ces éléments-là de la DGSP sont devenus des juges, comme qui dirait, et partis, c'est-à-dire, ils ont le droit de désigner n'importe qui ils veulent, de Koulouna et l'achever, ou c'est eux qui décident si la personne n'est pas, voilà, Koulouna et qu'on peut le laisser partir. Mais le fait de dire à quelqu'un ou à un jeune qui est assis, vous avez beaucoup de cicatrices, apparemment vous êtes un bandit. Vous voyez ce que je veux dire? Et où est-ce qu'on est arrivé là? Oui, monsieur. Monsieur Christian, là encore, on peut faire un effort de vouloir comprendre. Mais il y a Oui, pire. mais est-ce que avoir les cicatrices Il y a pire. fait de la S'il vous plaît, personne? monsieur Christian. Oui. Il y a pire parce que à Pointe-Noire, ce qui se passe, il arrive que les agents de la DGSP arrêtent par exemple un bus de transport en commun, demandent aux passagers de descendre afin de vérifier s'ils ont des tatouages. Donc, même porter un tatouage aujourd'hui est synonyme d'être criminel. Bonjour Franck Tchibinda. Bonjour monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7, directeur exécutif du programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, le sigle PAGED. Plus d'un mois depuis le début de l'opération de traque des présumés délinquants menée par la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle. Cette opération se traduit, comme vous le savez, par les exécutions sommaires massives, systématiques, sont passées par la justice et a déjà causé la mort de plusieurs innocents. La DGSP tue, abat les présumés délinquants comme des petits lapins dans la rue, laisse les corps se décomposer en public, détruit les maisons des familles dont un membre est soupçonné de délinquance et force les parents à s'engager à ne jamais poursuivre Serge Oboa, le patron de la DGSP et son unité. En réalité, c'est l'enfer que vivent désormais les Congolais sous le silence complice de la justice qui a disparu, curieusement, mais aussi de toutes les institutions de la République. Franck Tchibinda, avec le recul, quelle analyse faites-vous de cette opération? Je commence d'abord par vous remercier pour cette nouvelle invitation parce que Je vous en ce n'est prie. pas pour la première fois que je vienne sur votre plateau parler de ce sujet qui écœure les défenseurs des droits humains que nous sommes. Avec le recul, comme vous avez dit, quelle analyse que je puis faire de cette situation? En tout cas, c'est une analyse, je dirais, sombre. Pourquoi? Parce que on est dans un état dit de droit, mais avec ce qui se passe, on se pose la question de savoir si nous avons un pouvoir judiciaire qui existe. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'abord le président de la République lui-même fait une déclaration qui est très scandaleuse, disant qu'il a ordonné personnellement à la Direction générale de la sécurité présidentielle de poser des actes
qui sont en train d'être posés un peu partout dans le pays. Et donc, le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, s'autorise lui-même à violer sa propre constitution et tous les textes subséquents. Et donc, voilà, c'est une analyse, je disais tout à l'heure, sombre, c'est une analyse honteuse, une analyse vraiment du chaos que nous constatons dans notre pays depuis quelques mois déjà. Et à votre niveau, quel est le travail qui est en train d'être fait finalement? Parce que on entend de plus en plus qu'il y a beaucoup de dégâts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des innocents sont en train de payer. Désormais, c'est un peu des désignations arbitraires. On ne sait plus qui est Koulouna et on attrape n'importe qui. Quel est le travail que vous êtes en train de faire pour l'heure? Non, mais le travail en tant qu'organisation de la société civile de promotion et de défense des droits humains, le travail que nous sommes en train de faire, c'est la documentation de ces actes. Malheureusement, nous sommes limités à ça. On n'y peut rien. Ce sont des actes qui sont commis et nous faisons la documentation. Et au moment venu, on soumettra ces dossiers acquis de droit. Parce que c'est d'ailleurs l'une des missions qui nous sont reconnues par l'État, puisque nous sommes des organisations régulièrement constituées. Et donc, nous faisons le travail de monitoring, faisons le travail de documentation de ces actes qui sont en train d'être commis en violant délibérément les lois de notre pays. Franck Tibinda, je vais vous proposer un extrait d'une vidéo. Il s'agit d'une église qui a été détruite par des éléments de la DGSP pour des raisons qu'évoque ici, je crois que c'est le pasteur de cette église. On va l'écouter, on revient sur le plateau suivant. Nous avons exercé l'hospitalité en recevant dans les bâtiments à côté une maman qui est aveugle, qui ne voit pas, qui a été chassée par son mari. Et elle habitait dans un studio et avec sa fille qui a 14 ans. Et cette maman, donc, nous l'avons reçue à l'église parce qu'elle est aveugle. Ayant été chassée par son mari, elle habitait là dans un studio. Et ne connaissant où son mari est allé habiter avec son fils aîné qui a 17 ans, eh bien, lorsque la DGSP a arrêté les Koulouna, ne connaissant pas où habite le père du garçon, ils sont venus montrer là où le jeune garçon venait manger de temps en temps chez sa mère, ici à l'église. Donc dans un bâtiment, nous avons exercé l'hospitalité en hébergeant cette maman aveugle. Et donc lorsque l'équipe de la DGSP est arrivée à 1h du matin, ils ont regardé tous ceux qui priaient, ils ont cherché ce jeune garçon, ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est ainsi qu'ils sont revenus, donc 3 jours après, ont cassé non pas seulement le studio où on avait hébergé cette maman aveugle, et ils ont aussi cassé le bâtiment de l'église. C'est un bâtiment sacré et les toilettes, tout a été saccagé. Donc nous faisons donc cet audio pour donner la bonne version à l'opinion nationale et internationale que c'est à cause de l'hospitalité que nous avons exercée en recevant cette sœur aveugle et sa jeune fille. Et c'est pour ça que nous sommes victimes de tout ceci. Le pasteur, je crois, de cette église est en train d'expliquer qu'ils avaient finalement accordé leur hospitalité, reçu une maman aveugle, une maman dont l'enfant parfois arrivait là-bas pour voilà trouver de quoi à mettre sous la dent. Mais curieusement, lorsque la DGSP arrive, en train de chercher le jeune, bon après on se pose la question si c'est réellement, parce que je posais évidemment cette question dès le début de cette émission, qui est réellement Koulouna? Parce que désormais on peut désigner n'importe qui Koulouna. Et donc ils arrivent, le garçon n'est pas là, alors qu'il n'habite même pas là, mais voilà qu'ils reviennent casser et la maison où vivait l'aveugle, parce qu'elle ne voit pas, elle est aveugle, on casse aussi l'église. Lorsqu'on est en face de ces tels actes, à quoi ça ressemble finalement le Congo, selon vous? Mais nous sommes, en fait, c'est le recul total hein, de l'état de droit.
Et en plein 21e siècle, c'est vraiment une honte pour nous, en fait. Nous avons des éminents juristes qui ont rappelé dans ce pays que la responsabilité pénale est individuelle. Et là encore, on a un problème social où vous avez affaire à une maman qui est délaissée par son mari et qui est aveugle en plus et qui va trouver de l'hospitalité auprès d'un pasteur qui lui offre juste un appartement pour éviter à cette dame-là de vivre le calvaire. Mais que va faire l'État déjà qui n'a pas accordé de l'assistance à cette femme-là, mais l'État vient encore détruire l'appartement, c'est-à-dire le seul abri qu'on lui a donné pour qu'il ait un peu on va dire, de vivre comme ça dans sa vie. Et donc, c'est un problème qui est écœurant. On ne peut pas comprendre que les actes qui sont commis, comme vous l'avez dit, on se demande qui est Koulouna, même si c'est l'enfant à cette femme-là, mais là encore, il y a tout un problème qu'il faut qu'on nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on détruise toute une église alors que la dame, elle n'est même pas locataire dans cette église, elle a juste trouvé de l'hospitalité qui lui a été offerte de façon généreuse par les hommes de l'église. Alors, comment est-ce que l'État aujourd'hui peut se permettre de détruire non seulement un bien sacré, mais qui appartient à autrui? Et c'est une violation grave. Je voulais te lire l'article 15 de la Constitution qui interdit ce genre d'actes, notre propre Constitution. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé à raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. On ne peut pas comprendre que pour des raisons qui sont personnelles, c'est-à-dire ce jeune homme a décidé d'être Koulouna, mais que sa maman, que ce soit sa maman qui paye. Encore qu'il le soit, parce que ce n'est pas encore établi. Mais voilà. Mais si depuis le début de cette opération, nous demandons à ce que ça soit encadré selon les règles, selon la loi, mais c'est pour éviter ce genre de bavure. Parce que devant le juge, on ne pouvait pas quand même donner l'autorisation à ce qu'on détruise cette maison-là. Le juge ne pouvait pas le faire. Mais comme c'est fait de façon délibérée, de façon arbitraire, voilà les dérives que nous avons dès le début. On avait signalé qu'il devait y avoir des dérapages. Mais malheureusement, il ne faut que continuer. Il ne veut pas reculer, mais donc on ne sait pas dans quel genre d'état nous sommes. Oui, mais Franck Tchibinda, c'est que, bon, après je vais me tromper, mais j'ai l'impression que le pire est à venir parce que là, on est en train d'assister à des sanctions, il faut appeler ça comme ça. Ce sont des sanctions extrêmes, puisqu'on tue, on abat les jeunes dans la rue, à bout portant, tout le monde est en train de voir. Des sanctions, je disais, parce que lorsqu'on lance une opération, à mon avis, elle ne devait pas avoir d'effet rétroactif. C'est-à-dire, soit on décidait de commencer à les traquer ou à les punir si on les attrapait sur les faits, au moment où ils sont en train de commettre, ou qu'ils sont allés commettre, on les a attrapés, et puis bon, la culpabilité est établie. À ce moment-là, on peut les sanctionner. Mais là, lorsque je reviens sur l'église qui a été détruite, parce que l'église chez nous au Congo, c'est quand même un lieu sacré, c'est un lieu d'instruction, voilà. C'est un lieu d'éducation morale. On connaît comment nous respectons évidemment l'Église parce que le Congo, c'est quand même plus de 80% des chrétiens. Et on vient de détruire une église et une maison qui ont existé bien avant, qui avaient accueilli donc la maman aveugle bien avant cette opération, et venir détruire comme ça et puis dire que la justice a disparu. Et là aussi, on ne comprend pas où est passée la justice finalement. Où est passé le procureur de la République? Et qu'est-ce que ça donne actuellement au Congo? C'est quoi donc la justice au Congo? Vraiment, je n'ai pas de réponse à donner à cette question. Monsieur Christian, vous savez, ça nous donne vraiment de la peine. Effectivement, vous l'avez rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir, en fait. C'est le principe de non-rétroactivité. Aujourd'hui, même si on peut prendre un décret ou une loi pour vouloir encadrer l'action de
de la DGSP, le domicile est inviolable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'article 20 de la Constitution. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions qui sont prévues par la loi. Et donc, la DGSP, normalement, avant de débarquer chez quelqu'un, devrait d'abord avoir une autorisation judiciaire. Mais ce qu'ils font là, c'est du banditisme, en fait. C'est du banditisme. Donc, on n'arrive même plus à faire la différence entre les Kuluna et les agents de l'État qui sont censés représenter l'État. Donc, c'est un pays de non-droit depuis qu'on a lancé cette opération et on est dans la terreur. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes sont abattus dans la rue, on expose le corps, on ne sait pas c'est à quelle fin. Est-ce que c'est pour traumatiser les gens? Est-ce que c'est pour... Vraiment, on se demande... Oui, mais Franck Tibinda, vous imaginez un peu, voilà, une personne vivante, humaine, abattue devant vous, et puis on laisse le corps là, pendant 24 heures, vous en train de regarder ce corps qui gît dans le sang. Mais je ne sais pas si vous allez supporter ça. Mais voilà pourquoi on se pose la question de savoir quel est l'intérêt de cette action. C'est quoi le but final? Est-ce que c'est de lutter contre ce phénomène ou bien c'est de faire peur aux Congolais? Parce que ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le désordre, c'est le chaos. On ne peut pas quand même autoriser que les enfants aujourd'hui, parce que ce que nous voyons, c'est aberrant. Vous avez même des petits-enfants qui commencent maintenant à s'habituer à ça. On abat une personne en public, c'est des enfants qui viennent applaudir, et ça se ressemble à quoi? C'est la cour du roi Péto. Un pays de droit ne peut pas se permettre de telles actions, de tels actes. Et donc, Monsieur Christian, ce qui se passe au Congo aujourd'hui n'a pas des mots en fait juste pour le décrire. Nous avons des textes qui sont là. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Rien n'empêche à nos autorités de mettre en place des procédures judiciaires rapides pour qu'ils soient au moins à même de justifier les actes qu'ils sont en train de poser. Mais ils préfèrent le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du gangstérisme, juste pour vouloir peut-être prouver aux citoyens que l'État existe. Mais malheureusement, ce n'est pas de cette façon-là que l'État prouve sa force. Ce n'est pas de cette façon-là que l'État montre ses muscles. La force de la loi, la rigueur de la loi, elle est définie par des textes. Nous savons aujourd'hui que la perpétuité ou la réclusion criminelle, c'est la peine la plus lourde. Et donc, plutôt que de tuer ces jeunes-là, on pouvait bien les arrêter, les condamner à perpétuité. Mais bon, chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. On passe par une démonstration de force, certainement pour d'autres fins, mais si c'est pour lutter seulement contre le phénomène. C'est ce qui est aussi curieux, parce que, quand vous le dites, on pouvait les arrêter, les présenter devant la justice, les condamner, quitte à les condamner à des peines de mort, même si, voilà, le Congo viole toutes les lois, parce que c'est ici qu'il faut rappeler, on l'a toujours rappelé, que le Congo a pris des engagements sur le plan national et sur le plan international, à ratifier la Convention sur l'abolition de la peine de mort. Mais là encore, on ne peut arriver peut-être, pour des raisons, comme disaient d'autres, d'État, on peut s'en passer, mais pourquoi abattre à bout portant en public, devant famille et enfants, les enfants? On pouvait aller le faire plus loin. Pourquoi on le fait en public? Et c'est là qu'on se pose donc la question, je vais terminer par là, l'ordre dont parle Denis Sassou Nguesso, l'ordre qu'il a donné à la DGSP, que dit cet ordre concrètement? Parce que là, on se rend compte, c'est l'anarchie totale, c'est le banditisme total. On peut arriver, arrêter quelqu'un, n'importe qui, pourvu qu'on le désigne Kuluna, on peut l'abattre et puis on démolit la maison. C'est quel ordre concrètement? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il a demandé à la DGSP de faire? Avant de répondre à la question, je vais vous proposer un autre extrait d'une vidéo, mais je vous prierai de faire beaucoup attention, écouter ce qui se dit dans cette vidéo et on revient sur le plateau. Arrête, c'est le devoir. Monsieur, vous avez trop de cicatrices sur le visage. Vous êtes un ancien bandit. Enlevez le haut.
Avancez vos écouteurs. Madame, vous êtes pour nous. Voilà, Franck Tibinda, vous avez suivi, j'espère, et vous entendez un élément de la DGSP en train de désigner un garçon. Ils arrivent comme ça, ben voilà, sans mandat, comme qui dirait, et se mettent à désigner un garçon. Toi, tu as beaucoup de cicatrices, apparemment tu étais ou tu es bandit. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas ce qui se passe, c'est l'arbitraire total. Et là, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Donc, ces éléments-là de la DGSP sont devenus des juges, comme qui dirait, et partis, c'est-à-dire, ils ont le droit de désigner n'importe qui ils veulent, de Koulouna et l'achever, ou c'est eux qui décident si la personne n'est pas, voilà, Koulouna et qu'on peut le laisser partir. Mais le fait de dire à quelqu'un ou à un jeune qui est assis, vous avez beaucoup de cicatrices, apparemment vous êtes un bandit. Vous voyez ce que je veux dire? Et où est-ce qu'on est arrivé là? Oui, monsieur. Monsieur Christian, là encore, on peut faire un effort de vouloir comprendre. Mais il y a Oui, mais pire. est-ce que avoir les cicatrices Il y a veut pire, faire de la s'il vous plaît, personne? monsieur Christian. Oui. Il y a pire parce que, à Pointe-Noire, ce qui se passe, il arrive que les agents de la DGSP arrêtent, par exemple, un bus de transport en commun, demandent aux passagers de descendre afin de vérifier s'ils ont des tatouages. Donc, même porter un tatouage aujourd'hui est synonyme d'être criminel. Je vous ai fait tout à l'heure la lecture de l'article 15 de la Constitution. Je reviens sur le deuxième alinéa. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Au Congo, nous savons que il y a, pour des raisons religieuses, il y a des personnes qui laissent pousser des cheveux. Nous savons que pour des raisons sociales, surtout des artistes, ils aiment mettre des locks, des tatouages. Et donc, ça fait partie des libertés fondamentales. C'est-à-dire, chacun est libre de disposer de son corps. Voilà, si vous voulez dessiner tout ce que vous voulez mettre sur votre corps, marquer votre corps, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, au Congo, c'est devenu une infraction. Non, j'allais pas dire un crime, pas une infraction, c'est un crime carrément. Donc, on vous arrête avec un tatouage, vous êtes un criminel. On vous arrête avec des locks, vous êtes un criminel. Et vous l'avez dit, on vous voit avec des cicatrices, vous êtes un criminel. Quels sont les textes qui définissent ces nouveaux types de crimes que nous sommes en train de découvrir au Congo maintenant là? Qu'on nous dise, qu'on revoie rapidement le code pénal, que voilà, désormais, tout Congolais qui a des locks ou des cicatrices, je ne sais pas quoi, est criminel. En ce moment-là, ben, on restera dans Oui, le mais là, Franck, Mais là, vous êtes en train de parler du droit, vous parlez du droit, vous parlez de la justice. Or, ce à quoi nous sommes en train d'assister n'a rien à voir avec le droit, ni la justice. C'est la jungle totale, c'est eux qui décident. Mais qu'on commence, mais effectivement, qu'on commence par redéfinir, ce qu'on est en train de voir. Qu'on commence par redéfinir la forme de l'État, qu'on commence par redéfinir les règles de l'État, qu'on nous dise que nous ne sommes plus dans un État de droit, en ce moment-là, nous comprendrons. Mais si nous continuons à être réglementés avec des textes que nous avons, des textes qui sont en vigueur, je pense que la société civile, notamment les activistes ou les défenseurs des droits humains, monteront toujours au créneau pour dénoncer ces actes qui sont en train d'être commis. Parce que ce sont des dérapages, ce sont des bavures, ce sont des crimes qui sont en train d'être commis, alors que nous devons rappeler à l'État ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, c'est des actes qu'on ne peut pas laisser comme ça impunis, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est finalement bébé noir, qui est bandit, qui ne l'est pas. Voilà. Et il arrive, évidemment, Franck Tibinda, il arrive que l'on détruise aussi, démolisse les maisons des familles, comme on l'a dit tout à l'heure, dont un membre est suspecté ou soupçonné de délinquance, mais dans beaucoup de cas, c'est, comme qui dirait, des victimes innocentes. Mais même lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils viennent de poser un acte sur une personne, probablement qu'ils avaient confondue, il n'y a pas de dédommagement. Même quand ils ont cassé les maisons, se rendant compte que c'était une erreur, ben on ne répare pas.
C'est comme si, je sais pas, même Dieu est-ce que même à Dieu tout est permis, je ne sais pas. Mais là, ce qu'on est en train de voir, et nous apprenons d'ailleurs qu'il y a une famille qui s'est vue sa maison, c'est démolie. Le constat à la fin, on se rend compte que même l'enfant qu'on accusait de délinquance ne l'était pas. Et ils sont partis. La famille est restée là. Bon, après, il y a eu, avec la solidarité congolaise, comme vous savez, des amis du quartier qui ont demandé à cette famille si elle pouvait, dans un premier temps, loger chez eux. Ou... Non, la famille a dit non, reste là, puisqu'ils ont un manguier en plus. Ben, ils se sont dit, nous, on reste sous le manguier. Et donc, au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission, cette famille passe ses nuits sous le manguier avec leur matelas. La maison cassée. Et on ne voit pas le gouvernement, ni la justice, personne ne tente de régler ce problème. Et c'est là où je me pose la question, où va le Congo actuellement? Bon, vous vous dites qu'il faut continuer à dénoncer, mais dénoncer. Oui, bon, encore que les moyens font peut-être aussi défaut, mais dénoncer, ils entendent, après, bon, ils s'en moquent. Non, mais monsieur Christian, même si, enfin, quand on parle du droit, effectivement, oui, le droit a disparu au Congo, on ne peut plus parler du droit. Oui, oui, effectivement, vous doutez même de l'application, vous doutez même de l'existence du droit dans notre pays. Non, c'est pas moi qui doute, Franck Tibida, pardon. Je ne doute pas, mais je constate. Ce sont des faits. Tous nous sommes en train de constater, là, ce sont des faits. D'accord. Allons donc sur le plan de la morale. Laissons un peu le droit de côté. Mon cher Christian, vous allez remarquer la plupart des maisons qui sont en train d'être cassées, ce sont des vieilles maisons, c'est-à-dire des maisons construites par des parents, pour la plupart fonctionnaires, et qui sont aujourd'hui en retraite. À la retraite. Et donc, ces parents retraités aujourd'hui, nous savons comment ces retraités sont traités au Congo, sont en train d'assister à la destruction parfois de la seule maison, du seul bien qu'ils possèdent, en attendant paisiblement leur mort. Et je disais, sous le plan de la morale, qu'est-ce que ça fait? Mettons un peu les agents de la DGSP à côté, mais qu'est-ce que ça fait dans la conscience du chef de l'État qui est le garant du social des Congolais? C'est lui qui est censé être le père des Congolais. Non, mais lui, il s'en réjouit, hein, il ne faut pas se tromper, il s'en réjouit. Non, attends. Monsieur Christian, attendez. Vous ne pouvez pas vous en réjouir dans la mesure où vous êtes censé représenter ce même peuple dont vous dites tous les jours que voilà, nous, c'est la paix et tout. Mais attendez, lui, il est parent. En tant que président de la République aussi, il est censé être, comme je disais tout à l'heure, le père de la nation. Mais nous sommes là dans une affaire sociale. Vous avez un parent. Parce que sur le plan du droit, on parlerait de la responsabilité pénale qui est individuelle, parce que ces maisons qui sont en train d'être cassées n'appartiennent pas aux Kuluna. Ça appartient aux parents. Même si ces enfants sont des Kuluna, mais les maisons appartiennent aux parents. Donc, laissons le droit de côté. Venons un peu sur le plan de la morale. Est-ce qu'on peut cautionner qu'une maison construite il y a 25 ans, 30 ans par un parent, on ne sait même pas par quels moyens aussi, parce que la plupart aussi de ces parents, nombreux, ont passé toute leur vie dans le chômage. Ils avaient pris les crédits. Ils ont quand même pu élever quelques briques. Et aujourd'hui, on vient casser la maison sous prétexte que c'est le parent d'un Kuluna. Est-ce que sur le plan de la morale, ça aussi on peut accepter? Je ne pense pas. Et donc, que ce soit sur le plan de la morale, que ce soit sur le plan du droit, vraiment cette opération, elle est désastreuse. Nous voulons tous qu'on arrête ce phénomène. Tous, nous le voulons. Moi, je vous avais dit la fois dernière que je vis au Congo. Moi, je ne suis pas à l'étranger. Je vis au Congo. Et tous, nous sentons en insécurité. Et il n'y a pas très longtemps, moi-même aussi, j'ai subi une action de ces bandits-là. Personnellement, je sais ce que j'ai subi.
Mais ce n'est pas de cette façon-là que l'État devrait réagir face à cela, à cette situation-là. L'État a tous les moyens nécessaires pour éradiquer ce phénomène, sauf le moyen qu'ils sont en train d'utiliser maintenant là parce qu'il est anticonstitutionnel, il est illégal de bout en bout. Et ça, on ne peut pas quand même accepter ça. Il est en même temps immoral, ce moyen qu'ils sont en train d'utiliser là. Il est immoral, il est non seulement illégal, mais aussi immoral. C'est antisocial. Restons même dans le registre où il faut tuer ces jeunes-là. Mais vous avez posé les questions dès le départ. Est-ce qu'on doit les tuer en public? C'est ça, en fait. C'est à quelle fin? C'est à quelle fin ils sont en train de faire ça? Donc, même si on reste dans ce registre-là, mais c'est facile. Ils peuvent organiser un référendum qu'on rétablisse la peine de mort. Et après, on pourrait aller les abattre, je ne sais pas où. Mais faire ce qu'ils sont en train de faire là, on se demande c'est à quelle fin, quel est le fondement de ce qu'ils sont en train de faire. Qui est en train d'être puni, en fait? Parce que quelqu'un disait la mort, ce n'est pas une punition, dans tous les cas. Ce n'est pas une punition, la mort. Qui est en train d'être puni? Mais c'est des parents qui restent, qui assistent, qui voient ce qui se passe, qui subissent. Parce que lorsqu'on détruit, même les maisons, lorsqu'on détruit la maison, au Congo, une famille, c'est 10, 15 personnes. Effectivement. 15 personnes vont se retrouver dans la rue. Dans la rue, alors que nous savons très bien que la politique sociale dans notre pays n'existe quasiment pas. Et donc, vous-même, vous peinez d'abord à joindre les deux bouts de moi et vous vous retrouvez un bon matin sans maison. Ben, imaginez la suite. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, même sur le plan de la morale, c'est choquant, c'est écœurant. Et si on revenait même sur le plan du droit, les textes internationaux que nous avons ratifiés, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 17, alinéa 2, il est bien stipulé que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des crimes en fait. Ce sont des crimes de guerre. Et c'est comme ça que le statut de Rome définit ces actes qui sont en train d'être posés par la DGSP plutôt. Ce sont des crimes de guerre. Parce que l'article 8 de ces statuts est clair là-dessus. La destruction et l'appropriation des biens non justifiés par les nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Ce sont des crimes de guerre. Et donc, je pense que dans l'euphorie de la population qui est en train d'acclamer ces actes-là, mais il ne faudrait pas que les agents de la DGSP, qui sont des intellectuels, parce que ce ne sont pas des illettrés qu'on a ramassés, mais c'est des cadres, qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ça constitue en fait des crimes de guerre. Et demain ou après-demain, ça pourrait retomber sur eux. Et donc, c'est des actions qui devraient être encadrées par le juge afin qu'ils soient couverts. Mais c'est tout ce que nous nous demandons. On n'est pas contre ce qu'ils sont en train de faire pour lutter contre le banditisme. Mais est-ce que c'est de cette façon-là? Voilà. Voilà, malheureusement, Franck Tchibinda, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse donc les 2 secondes qui nous restent pour conclure. Ok, merci beaucoup, M. Christian. C'est vrai que depuis que cette opération-là a commencé, on ne fait que dénoncer. Même si rien ne change, je pense que nous aussi, nous allons continuer à dénoncer. Ce que nous voulons, c'est que les responsabilités, et plutôt les autorités compétentes puissent entendre raison, qu'ils fassent des choses de telle sorte que la sécurité des populations soit garantie tel que c'est prévu dans les textes. C'est tout ce que nous voulons. Ces textes sont pris par les mêmes autorités, mais le respect aussi de ces textes doit être assuré par ces mêmes autorités. Et donc, c'est juste un rappel que nous faisons. Nous n'allons pas aussi nous fatiguer tant que nous serons là, tant que ces actes aussi continueront à être perpétrés. Nous aussi, nous serons là pour dénoncer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci Franck Tchibinda, directeur exécutif de PAGED. Un grand merci d'avoir été encore avec nous sur R7, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup, M. Christ. Ok, à la prochaine occasion.